Des cheminots, ça a duré 3 jours, ça a commencé vendredi, ça s'est terminé hier, même s'il y avait encore quelques perturbations ce matin. En fait, les cheminots, à l'appel surtout de la CGT, ont indiqué qu'ils exerçaient leur droit de retrait. C'est-à-dire qu'à la suite d'un accident qui a eu lieu mercredi dans l'est de la France, ils ont considéré qu'ils étaient en danger. Et donc, dans ces cas-là, ils peuvent cesser le travail, sauf qu'il y a des conditions pour ça qui apparemment n'avaient pas été respectées. Et donc, l'heure est aux sanctions. Écoutez, Elisabeth Borne, c'est la ministre des Transports, elle était ce matin sur Europe 1. Je pense que, effectivement, les procédures qui existent pour permettre aux salariés, aux cheminots d'exercer leurs droits dans le respect des usagers, avec notamment des préavis où on peut prévenir à l'avance les gens que les trains ne vont pas circuler, n'ont pas été respectées. Il y a clairement un détournement du droit de retrait et donc en effet ça appelle des sanctions individuelles pour les agents qui n'ont pas respecté les procédures. Alors, ces sanctions, pour être concret, et c'est Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, qui l'explique, elles seront de 70 à 100 euros de retenue sur salaire pour les agents de la SNCF qui ont été convaincus d'absence irrégulière. C'est comme ça que ça s'appelle quand vous n'êtes pas au travail et que vous n'avez pas donné de raison pour ça. Les internautes du Figaro sont assez favorables à ce type de sanctions. C'était la question du jour hier sur notre site et 85% y étaient favorables. Vous notez au passage le nombre de votants, ce qui n'est pas un sondage, mais plutôt un vote, 84 470. Jean-Mathieu Pernin, est-ce que ça vous paraît de bonne politique de vouloir sanctionner les cheminots qui ne sont pas allés travailler pendant 3 jours? Ça a quand même provoqué beaucoup de désordre. Il paraît qu'il y a eu près d'1,5 million de personnes qui ont été gênées. C'est ça, alors ça a provoqué beaucoup de désordre et c'est vrai que c'est un inconvénient terrible quand on part en vacances. Et moi le premier... oui, c'était vendredi dernier. Vos vacances sont déjà finies apparemment. Complètement, ça y est, voilà, puisque je suis là. Voilà. Grâce à la SNCF, je suis là. Merci Guillaume. Alors, on est ravis. En tout cas, non, mais on peut dire, voilà, moi je trouve que en fait, c'est pas une grève comme les autres, celle-ci. C'est ça qui est intéressant. On peut, par rapport au 5 décembre prochain, où il y aura une grève par rapport à la réforme des retraites, là, il y a quand même une grève pour une sécurité, qui est qu'à un moment, cet accident a eu lieu parce qu'il y avait aussi un conducteur tout seul, il n'y avait pas de contrôleur. Si les agents de la SNCF sont en grève aujourd'hui, étaient en grève finalement ce week-end et pour les départs, c'était une grève un peu particulière. Donc je trouve que les sanctionner, c'est un peu fort parce que là, on est vraiment au niveau de la sécurité, même du voyageur. Ce n'est pas de la sécurité de l'emploi des employés SNCF, c'est vraiment pour les voyageurs. Donc je trouve que cette sanction est un peu disproportionnée. Rachel Binas, qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense qu'il y a 2 choses déjà à distinguer, c'est le droit de retrait et la grève. Si on les écoute, là, c'était pas pour obtenir des améliorations professionnelles, mais c'était pour des raisons de sécurité. Donc, ils ont fait valoir leur droit de retrait. Ce sont donc 2 choses bien distinctes et on ne peut pas pénaliser, sanctionner des grévistes, en tout cas des agents qui exercent ce droit de retrait. Une inspection du travail s'est prononcée, je crois qu'il y aura d'autres décisions. Elle a expliqué donc que c'était un droit de retrait, qui ne pouvait pas être sanctionné. Le problème, en fait, c'est que là se cristallise une espèce de rancœur qu'on a tous, ou presque, en tout cas au moins 85% des gens qui se sont exprimés à l'égard de la SNCF et qui ressort en fait dans ces moments-là. Quant à la sanction, en fait, les agents se sanctionnent eux-mêmes parce qu'aujourd'hui, que le motif soit plus ou moins légitime pour la population, on les suit plus. On les suit plus et on a l'impression que ça relève à chaque fois du caprice. Et à force de crier au loup comme ils l'ont fait, quand ça arrive pour de bonnes raisons, ça ne trouve plus d'écho dans notre société. Alors, effectivement, il y a 2 inspecteurs du travail qui ont dit qu'a priori, ce droit de retrait était légal. Ce n'est pas l'avis d'un grand nombre de juristes. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que le droit de retrait, il doit être encadré et apparemment par un certain nombre de procédures qui, semble-t-il, n'ont pas été respectées. Richard Bouygues, quel est votre avis ? D'abord, je pense que c'est ni au Premier ministre ni à la ministre des Transports de dire si le droit de retrait a été respecté ou pas. Oui, mais c'est Édouard Philippe aussi est favorable à des sanctions. Il y a des procédures et il y a normalement un juge qui doit statuer sur cette partie-là, voire l'inspection du travail avec un droit d'alerte si jamais l'inspection du travail a besoin de se positionner. Donc là, on a plutôt une intention du gouvernement et de la direction de la SNCF d'aller là-dessus, plutôt qu'une réalité. Aujourd'hui, il n'y a pas de fait qui montre clairement qu'il y a eu un abus ou un contournement, comme cela est dit. C'est aujourd'hui des interprétations, ce ne sont pas des faits qui sont avérés. On verra ce que dit un juge à un moment s'il est sollicité. D'autre part, moi je suis assez d'accord sur l'idée développée par Jean-Mathieu Pernin, qui est que c'est un droit de retrait particulier, puisqu'il fait suite, à un moment donné, à un accident qui s'est produit
en région Champagne-Ardenne, et qui a vu quoi? Qui a vu à un moment donné un train dans lequel il n'y avait qu'une personne avoir un accident. À l'intérieur, je crois, de nombreuses personnes, 11 blessés au final, mais 80 personnes dans la rame. Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Une personne, qui était le conducteur, qui a eu la présence d'esprit, alors que sa radio qui était placée devant ne pouvait pas émettre les appels d'urgence, qui est sorti et qui a alerté pour que le train derrière, qui était un train de fret, avec quasiment 2000 tonnes en termes de poids, ne vienne pas percuter le train. On a évité une vraie catastrophe. Et il n'y avait qu'une personne. Si cette personne n'avait pas été en capacité de faire ce geste, que se serait-il passé? Aujourd'hui, on serait en train de dire qu'il y avait 80 morts à peu près dans cet accident. Donc les cheminots ont mis cette... Non, mais les procédures aujourd'hui, elles ont... Enfin, c'est deux choses. Le droit de retrait, on ne peut pas dire que les procédures n'ont pas été respectées. Il y a un débat pour savoir si c'est un droit de retrait qui a été contourné ou pas, mais ce n'est pas statué aujourd'hui. Par contre, sur l'objet même, de dire que et les usagers et les conducteurs, et les agents, les contrôleurs ont besoin d'avoir des normes de sécurité sur les voyages, je pense que ça, c'est entendable. Après, ça a créé, et c'est bien le problème, ça a créé une vraie pagaille, et pour des gens, ça a été des vrais traumatismes parce qu'ils avaient prévu, pour certains, des rendez-vous professionnels, d'aller rejoindre leur famille sur un moment de vacances. Ça, c'est vrai. Mais ça n'empêche que l'alerte qui est faite, elle n'a pas été faite pour causer ça. C'est pour moi le résultat aussi de l'état du dialogue social aujourd'hui à la SNCF, qui depuis des mois, et la réforme statutaire, la réforme des retraites, aujourd'hui un agent seul dans les trains, montre qu'il y a une incapacité à être sur un dialogue social qui empêche ce type de mouvement, et on arrive toujours à ce type de situation. Ce droit d'alerte qui a été mis en place, aujourd'hui on discute de savoir est-ce que c'était qu'une journée, 3 journées, très bien, mais les motivations, les motifs, moi je pense qu'à opposer les usagers et les conducteurs et contrôleurs, ce n'est pas la bonne solution. Il faudrait mettre un peu tout le monde ensemble. On a tous des intérêts communs dans l'affaire. Alors, je vais donner la parole à Patrick Pelloux, mais comme vous êtes tous les trois d'accord, je vais sortir de mon rôle d'animateur pour donner mon point de vue aussi. Après tout, pourquoi pas moi, je suis gêné par ce mouvement pour 2 raisons. D'abord parce que je peux comprendre que des gens qui se trouvent dans le même cas de figure que ce conducteur disent « mais ça peut être dangereux ». Mais vous avez des centaines et des milliers de trains qui roulent avec un conducteur et des contrôleurs. Or, ces gens-là aussi se sont mis en grève, alors qu'ils n'étaient pas en danger et que donc, à mon avis, le droit de retrait était abusif. Et puis, le deuxième argument, puis après, évidemment, vous direz si vous n'êtes pas d'accord, c'est que moi, ce que je pense, c'est que les cheminots n'attendaient qu'une chose, c'est de prendre leur revanche sur la réforme de leur statut de 2018, où il y avait eu 34 jours de grève, vous vous souvenez. En plus, c'était des grèves perlées, des grèves par intermittence. Comme ça, il y avait la gêne maximum pour l'impact financier minimum pour les salariés de la SNCF. Et que donc, voilà, ils ont profité, entre guillemets, pardon si le terme vous choque, de cet accident pour essayer d'établir un rapport de force, et qu'à mon avis, il y a eu détournement du droit de retrait. Mais ça n'est qu'un point de vue, et maintenant, on écoute celui de Patrick Pelloux. Mais il est très intéressant. Merci, cher Patrick, vous serez réinvité. Mais vraiment, à mon prochain. J'arrive en 2050. Non, pour faire suite à ce que vous dites, ce que vous avez dit est très juste. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont utilisé ce droit de retrait avec un conducteur qui a évité une catastrophe. Voilà. Or, si vous regardez le problème qu'on a eu à Brétigny, qui était une catastrophe ferroviaire, avec plusieurs morts, c'était bel et bien le manque d'entretien. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, en effet, ça provoque une énorme pagaille dans le pays, parce que la SNCF est structurante pour le pays, parce qu'on en a tous besoin, on a besoin des trains, etc., on vit grâce à ça, etc. La France a investi depuis plus d'un siècle des millions de l'argent, parce que ça a structuré le paysage, etc., l'architecture et tout. Bon, on a l'impression que le gouvernement l'a un peu oublié, en fait. Il a un peu oublié, donc du coup, il y a sans arrêt, même si l'État a repris la dette de la SNCF, ils ont un petit peu oublié ça, et ils ont oublié que finalement, un train qui roule, eh ben, ça a des normes de sécurité, à la fois sur les voies, à la fois sur le personnel à bord. Alors moi, comme vous, je prends le train, ça m'agace de voir le prix exorbitant que c'est pour prendre le train, etc., au dernier moment, où c'est les retards et tout. Donc évidemment, comme vous, je gueule, évidemment, mais... La SNCF, c'est quand même un truc hyper important en France, et on n'a pas l'impression. Et c'est là où, si vous voulez, les mots du Premier ministre et de la ministre de la Transition écologique et des Transports se trompent quand ils disent bon, bah, on va sanctionner, en fait,
ceux qui ont fait qu'on a évité une catastrophe et qui montrent véritablement qu'on se trompe à faire trop d'économies, on entraîne l'insécurité. Après, il est vrai, Guillaume, on peut constater ça, et beaucoup de gens le constatent, les contrôleurs, on n'en voit plus dans les trains. Non, mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on en voit sur les quais, les TGV, et les TER, on n'en voit plus du tout. Et donc, je pense que chaque Français, bien sûr, ont été embêtés véritablement par cette grève, mais peuvent constater aussi que des contrôleurs, il n'y en a plus. Oui. Alors d'ailleurs, c'est d'ailleurs un argument aussi de ceux qui s'opposaient à ce droit de retrait en disant ça fait 30 ans que tous les TER fonctionnent sans contrôleur et qu'il n'y a pas de problème et que donc ça a été malheureux cet accident, mais qu'il n'y a pas de danger systémique. Alors je suis au regret de vous dire, chers amis, que nos internautes sont plutôt d'accord avec moi. Tant mieux. Et ça, c'est le fait que vous avez le système informatique à votre main. Ben oui, mais c'est pas vrai, parce que vous qui écrivez les chiffres. Tout ce que j'aime, c'est les points de vue divergents. La preuve, c'est que vous êtes là. Donc, Danette59 qui exprime son ras-le-bol de ce non-service public, je cite. Nicole qui considère que ce sont déjà des privilégiés et que leur grève à répétition commence à fatiguer. Elle ne prend pas le train, mais elle est solidaire avec les usagers. Le droitiste, qui au moins annonce la couleur, dit « Ils défendent leurs acquis, c'est de bonne guerre ». Et Babino qui estime que cet accident est un prétexte pour faire usage du droit de retrait et que c'est en réalité une grève déguisée pour dénoncer la réforme des retraites. Vous êtes quand même d'accord avec moi qu'il y a des arrière-pensées chez ces... Ils en auront des occasions, et on le sait, de faire grève entre la réforme de la retraite, etc. Là, je crois qu'ils ont annoncé à partir de début décembre, 5 décembre, une grève illimitée. Encore quelque chose qui va marquer un peu plus l'écart dans le sondage. Mais des occasions, il n'en a jamais manqué à la SNCF pour faire grève. Là, je pense qu'une fois n'est pas coutume, leurs revendications ne relevaient pas du tout du caprice, étaient vraiment légitimes, comme elles l'avaient été précédemment quand on avait évoqué le sujet de la suppression des petites gares. Sauf qu'elle est masquée par quelque chose de plus grand, par une colère bien plus importante, qui masque parfois les véritables enjeux que ça peut présenter. Dans ce que vous évoquez des réactions des internautes qui sont justes, beaucoup, les deux premiers en tout cas, se plaignent plutôt d'un problème de système, un problème qui est général, qui est qu'effectivement, quand on est en banlieue, qu'on a besoin d'avoir un train tous les jours, le train, souvent, il n'est pas à l'heure, il arrive en retard, souvent, on a des problèmes de sécurité, tout ça existe, c'est vrai. Mais là, on est sur un cas particulier. Moi, d'ailleurs, je suis très étonné. Le cas qui s'est passé en Champagne-Ardenne, on l'a très peu décortiqué dans les médias. L'accident lui-même. L'accident lui-même, ce qui s'est passé. Pourquoi on a évité une catastrophe? Pourquoi d'ailleurs ce conducteur devrait être un petit peu un héros du quotidien? Parce que ce qu'il a fait est quand même hallucinant. Remonter 1500 mètres sur les voies, sur le ballast pour aller prévenir, pour aller empêcher qu'il y ait l'accident derrière, s'occuper ensuite des voyageurs, enfin tout ça n'est rien quand on le raconte, mais à vivre, c'est quand même quelque chose d'un peu extraordinaire. On pourrait s'interroger en disant... qu'il avait lui-même été blessé. Exactement. Et donc on pourrait s'interroger sur ça en disant mais c'est quand même aussi un cas d'école. Et partons de cela en disant qu'est-ce qui s'est passé et comment faire en sorte qu'on réponde à ce type de situation pour qu'il ne se reproduise pas avec un drame. Je suis complètement d'accord avec vous pour avoir décortiqué dans la problématique des catastrophes, la catastrophe de la gare de Lyon qui avait eu lieu en 86. C'est vraiment... je veux dire, ça fait très très mal un accident de train. Et si le fret avait été rentré dans l'avion, mais c'est des dizaines de morts qu'on aurait eu. Hein. Accidenté. Ah oui, bien sûr. Eh bien voilà, merci d'avoir exprimé vos points de vue. C'est maintenant à nos internautes de se faire le leur. Et si vous le voulez bien, on passe à un autre sujet. Les municipales, c'est pour le printemps 2020. Et un certain nombre de voix, celle par exemple de Bruno Retailleau, qui est le patron des sénateurs Les Républicains, qui était interviewé dans le JDD d'hier, ou bien Xavier Bertrand, qui lui a quitté Les Républicains, ou bien Aurore Berger, qui est l'une des porte-paroles de La République En Marche. Tous ces responsables politiques souhaitent interdire ce qu'ils appellent des listes communautaires. Alors, soyons précis, quand on parle de listes communautaires, on évoque en général un petit parti qui s'appelle l'Union des démocrates musulmans français. Ce parti s'est présenté, a présenté une liste aux dernières élections européennes. Alors, ils ont fait 0,13% des voix, autant dire presque rien.